Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'Essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place. Et face à des contre-offensives et éclairs des forces de Kiev, le président russe Vladimir Poutine a apparemment choisi de miser sur une escalade du conflit. Cette déclaration est-elle un tournant de la situation et devrions-nous craindre que la situation ne devienne incontrôlable? Nous vous invitons à participer à nos débats en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Monsieur Wu Zexi, commentateur de CGTN, et en ligne avec nous Monsieur Xu Tiebing, spécialiste en relations internationales. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour. la Russie a indiqué que ses forces avaient attaqué des cibles militaires ukrainiennes dans la région de Donetsk, tandis que l'Ukraine affirme qu'elle y a perturbé les forces russes. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit le radar du système de défense aérienne, l'armement d'artillerie et les dépôts de munitions dans la région de Donetsk. L'Ukraine a déclaré avoir également frappé des cibles militaires russes et des dépôts de munitions. Kiev a aussi déclaré que les forces russes avaient utilisé des drones pour attaquer contre d'Odessa, mais qu'aucune victime n'avait été signalée. Et pendant ce temps, les deux parties continuent de se battre autour de la centre nucléaire de Zaporijia. Et le conflit part en escalade et dans la dernière déclaration du président russe Vladimir Poutine, il a annoncé une mobilisation partielle sur le territoire russe et tout en parlant de se servir de l'arme nucléaire. Monsieur Xu, comment interprétez-vous la déclaration du président russe? Je pense que sur plusieurs points, on peut expliquer. Premièrement, c'est pour moi, je pense, il s'agit d'une certaine modification de l'objectif définitif. Parce que quand on se souvient, par exemple, au fin février, quand Poutine a déclenché l'opération spéciale militaire, on parle surtout des militarisations, neutralisation et des nadifications. Alors maintenant, c'est déjà 6 mois après, je pense que l'objectif devient plutôt vers une certaine protection civile russophone et ce qui peut être finalement par, je dirais, se transformer en une certaine réappropriation de territoires auparavant donnés à l'Ukraine, et qu'il s'agit surtout des 4 oblasts, c'est-à-dire les 4 régions. Ça, c'est, je dirais, le changement. Et deuxième, c'est que suivant, par exemple, l'engagement, surtout de plus en plus ferme de l'Occident, la Russie a monté aussi le ton. Cette fois-ci, quand on dit mobilisation, ça signifie, d'une part, il s'agit d'une certaine escalade du conflit, et d'autre, c'est la prolongation. Je dirais qu'on ne sait pas quand ça va prendre la fin. Et pour vous, c'est une sorte de protection. Vous avez parlé d'une prolongation du conflit aussi, monsieur Wu. Quelles pourraient être les conséquences de cette déclaration de Poutine? Bon, ce qu'on constate dès le début de la crise, au lieu de retrouver rapidement le dénouement, l'apaisement, or, voilà, ce qu'on constate, c'est malheureusement la spirale de violence, l'escalade, succession de l'escalade. À un moment donné, il y a eu une tentative de négociation. C'était un signe très encourageant, mais très vite, ça a été saboté. Je crois que ça a été saboté. Malheureusement, donc aujourd'hui, on est toujours dans l'impasse. Voilà. Pour la Chine, c'est certainement quelque chose que nous ne voulons absolument pas voir, c'est-à-dire la poursuite de violence, de conflits. Voilà. Donc malheureusement, voilà, la situation ne s'améliore pas. Bon. Mais vraiment, au fond de notre cœur, nous souhaitons la paix dans cette région. Voilà. Parce que nous ne voulons pas voir les peuples, les civils, mais aussi les militaires s'ouvrir de ce conflit. Et vous parlez de l'impasse, on est vraiment complètement dans l'impasse comme on peut le constater, la situation ne s'améliore pas et Monsieur Xu, surtout avec le président Poutine qui appelle à une mobilisation partielle de 300 000 réservistes pour briser la contre-offensive ukrainienne et donc la déclaration pourrait-elle considérer comme un tournant dans le conflit de l'Ukraine? Est-ce que ça peut être qu'on sorte de l'impasse?
Pour immédiat, par exemple, bien sûr, si on voit, par exemple, l'état actuel sur le champ de bataille, c'est que la Russie manque effectifs solides, compétents. Donc, il s'agit, par exemple, la suite, c'est mobilisation, ce qui traduit finalement une reconnaissance inédite, c'est-à-dire que la réforme militaire, depuis 10 ans, en Russie, ne marche pas très bien. Alors là, maintenant, il s'agit non seulement c'est d'engagement, c'est d'envoi des troupes sur le champ de bataille, mais aussi c'est de corriger l'insuffisance de la réforme militaire. Ça, c'est un point. Deuxième, moi, je pense que, comme j'ai déjà dit, il s'agit surtout, je dirais, une certaine modification d'objectifs. Là, ça va partiellement changer la nature de ce conflit. Et d'autre part, ça pose la question, c'est que non plus maintenant, on veut par exemple simplement changement de régime entre guillemets à Kiev, mais simplement c'est, je dirais qu'au nom, je dirais de détermination, on pense que là il y a une certaine éventuel changement de la carte géopolitique dans ce continent. Vous parlez des modifications des objectifs. S'agit-il des changements de la position russe? Moi, je pense que quand on pense par exemple à la déclaration au début de Poutine, n'est-ce pas, neutralisation, non-adhésion à l'OTAN, dénazification, démilitarisation, et finalement un traité, disons, de partenariat nouvelle entre les deux pays dits frères ennemis. Et maintenant, n'est-ce pas, que si on voit le jugement, c'est que Kiev étant sous Poutine, devant les yeux de Poutine, le régime de Kiev persiste dans sa politique anti-Russie, nationaliste, voire, je dirais, xénophobe, etc. Et que la Russie, cette fois-ci, c'est de corriger un peu l'erreur, entre guillemets, du passé, c'est de reprendre une partie sous sa contrôle de territoires, disons, habités par les populations russophones. N'est-ce pas? Là, il s'agit d'un changement. Ce qui, comme je dirais, aurait des conséquences, je dirais, assez graves, que non seulement, par exemple, il est impossible pour le moment d'arriver à un traité de paix entre les deux parties en conflit, et ça provoque aussi, surtout, je pense, c'est que la maison commune, entre guillemets, en Europe, depuis 30 ans, après la fin de la guerre froide, doit être refondée, remodifiée. Sur ce point-là, oui, maintenant, il s'agit par exemple, après 6 mois de combat, on est entré dans un tournant très important de ce conflit. C'est vrai qu'on est encore loin de la paix, Monsieur Wu. Pour vous, est-ce que cette déclaration va grandement basculer la situation? Basculer ou non, en tout cas, ce qu'on constate, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la poursuite du conflit. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Ce ne sera pas un tournant on va de la voir, situation. parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que dès le début de ce conflit, malgré la volonté de beaucoup de pays, de la communauté internationale, y compris la Chine, de voir le conflit rapidement dénoué, malgré ça, eh bien, ce qu'on constate, c'est que ça se poursuit. Ça se poursuit, c'est la spirale de violence, c'est la succession d'escalades, etc., etc. Donc on est entré dans une nouvelle situation, mais qui s'inscrit dans cette crise qui a commencé il y a déjà plusieurs mois. Bon. Et on ne voit pas l'issue. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Donc ce que nous souhaitons vraiment, c'est de voir les deux parties en conflit, faire preuve de sang-froid, de retenue, de sagesse, et de s'asseoir autour d'une table de négociation pour trouver un règlement politique. C'est ça qui est important. Donc malheureusement, on est toujours dans la poursuite du conflit. Et Monsieur Su, une réalité, c'est que la Russie fait face à des pressions militaires et diplomatiques de plus en plus fortes. Est-ce qu'on peut encore espérer une réconciliation prochainement? La chance existe, mais de plus en plus, je dirais,
en une heure d'espoir, c'est-à-dire beaucoup réduit. Finalement, moi, ce qui me touche, c'est surtout qu'il faut faire une réflexion beaucoup plus profonde. C'est que depuis la fin de la guerre froide, on voyait plusieurs efforts dans la construction d'une structure de sécurité et de paix en Europe. Mais en ce temps, il y en a plusieurs logiques. D'un côté, moi, je pense, oui, il y a eu certaines conférences de paix et de sécurité en Europe, dont les pays ont réaffirmé l'intégrité, non-agression, les grands principes, etc. Et d'autre part, il y a une logique du bloc militaire. Surtout, ça se menait par l'OTAN, c'est-à-dire petit à petit, on fait extension, on prolonge, on s'agrandit et que finalement, ça touche par exemple la sécurité de Moscou. C'est-à-dire que finalement, il y en a plusieurs structures parallèles mais contradictoires. Et finalement, c'est cette logique de bloc militaire qui aujourd'hui l'emporte sur tout le conflit cette fois-ci entre les deux parties. Et finalement, ce qui nous touche surtout, c'est que pendant longtemps, l'Europe, surtout avec la construction de l'Union européenne, considérée comme une certaine tentative assez réussie d'éviter le conflit. Mais malheureusement, ce qu'on a vu déjà depuis 20 ans avant, quand on pense par exemple le conflit en Paraguay très sanglant, très violent, et que 20 ans après, cette logique, comme je dirais, de bloc va l'emporter finalement. C'est que pousser par exemple Moscou au pied du mur, il y a une réaction assez violente et que jusqu'à maintenant, si on mesure l'attitude, la position affichée à Moscou, à Kiev, je pense, sauf des grands changements sur le champ de bataille, c'est que la conciliation, la négociation, pour le moment, n'est pas, je dirais, à l'ordre de l'agenda. Et monsieur Wu, est-ce que vous partagez l'avis de monsieur Su? Pensez-vous par quels moyens la réconciliation pourra se donner lieu? Quelle que soit la circonstance, la réconciliation constitue la seule issue possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les deux parties comprennent ceci. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre moyen de dénouer la crise à part les négociations. Voilà, il faut que les deux parties arrivent à trouver une solution politique. Voilà, régler le problème par voie pacifique. C'est la seule issue possible. Donc, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'évolution de la situation qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que la raison l'emporte. Il faut trouver une solution pacifique. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Donc seule la réconciliation pourra régler le conflit. Et au troisième jour d'une semaine de haut niveau à l'Assemblée générale de l'ONU, tous les regards se sont tournés vers une réunion de plus de 3 heures du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit russo-ukrainien. Reportage. La plupart des 15 membres du Conseil de sécurité ont profité de cette réunion pour intensifier leurs critiques à l'égard du président Poutine et des actions de la Russie en Ukraine. Le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a déclaré que Moscou devait rendre des comptes pour ce qu'il a appelé la destruction des normes internationales. Chaque membre du Conseil devrait faire parvenir un message clair selon lequel ces menaces nucléaires irresponsables doivent immédiatement cesser. Même l'Inde, qui a adopté une position de neutralité vis-à-vis de ce conflit, a eu recours à un discours acerbe, estimant que les perspectives étaient inquiétantes. Ceci alors que le Kremlin mobilise davantage de troupes et organise des référendums pour entrer dans la Russie, des actions que l'Occident considère comme étant une fumisterie et un pas de plus vers une annexion. Dans sa déclaration, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est dit préoccupé par la situation, en particulier en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. La position de la Chine vis-à-vis de l'Ukraine est cohérente et transparente. Le président Xi Jinping a mis l'accent sur le fait que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devaient être respectées. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté des installations nucléaires, les essais et les erreurs sont exclus.
Le ministre Wang a également appelé les dirigeants à s'en tenir au dialogue et à la négociation pour travailler de concert à un apaisement et éviter les déportements, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire et énergétique. Il a par ailleurs soutenu les enquêtes sur les violations des droits de l'homme, mais il a précisé que ces investigations devaient être justes et objectives. La Russie est également membre du Conseil de sécurité, un des 5 membres permanents. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères Lavrov a défendu la Russie et a décrit l'Ukraine comme l'agresseur, accusant Kiev et ses alliés occidentaux d'impunité. Nous n'avons pas confiance sur ce point. Au cours des derniers mois, nous attendions une réaction contre l'impunité de l'Ukraine et nous n'attendons rien de plus de la part de cette institution ou toute autre institution d'ampleur internationale. Lavrov n'est apparu que pour prononcer son discours. Il est parti juste après. Il n'était donc pas présent pour écouter la déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a réitéré les appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de l'Assemblée générale de mercredi. Il appelait à des sanctions contre la Russie pour ses actions. Il a précisé qu'il ne pouvait pas y avoir de paix sans justice. Ici, l'inquiétude des membres occidentaux du Conseil de sécurité est que si la Russie ne rend pas de compte, alors aucun pays ne sera à l'abri de ce type d'agression à l'avenir. Monsieur Wang Yi a assisté à la réunion. Monsieur Wu, quelle est la position de la Chine à cet écart? Bon, je crois que le ministre Wang Yi a bien expliqué la position de la Chine, qui est constante, cohérente, impartiale. Impartiale, j'aimerais bien insister encore une fois là-dessus, c'est-à-dire aussi bien l'Ukraine que la Russie sont nos partenaires. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui peut être très parlant. Avec l'Ukraine, par exemple, bon, l'année dernière, le volume des échanges entre la Chine et l'Ukraine a augmenté pratiquement de 30% l'année dernière, malgré la pandémie. Et la coopération dans les domaines de l'infrastructure, dans le domaine agricole, voilà, et dans le domaine sanitaire, voilà, se mène dans les meilleures conditions. Donc, vous voyez, la Chine et l'Ukraine ont établi un partenariat stratégique. Et entre la Chine et la Russie, vous savez très bien, voilà, ce sont 2 pays qui ont noué des relations très étroites. Donc, aussi bien l'Ukraine que la Russie sont nos partenaires très importants. C'est pour ça que nous ne voulons absolument pas voir un conflit éclater entre 2 partenaires. Pour nous, c'est très malheureux. Quel pourra être le rôle de la Chine dans la suite du conflit? La Chine reste en contact permanent avec tous les partenaires, voilà, à tous les niveaux. Donc la Chine favorise toujours, voilà, à maintes reprises, à toutes les occasions, la Chine prône la négociation, la solution pacifique, le règlement politique. Voilà. Donc la Chine joue toujours son rôle constructif au lieu de mettre de l'huile sur le feu, comme certains le font. Voilà. Donc, la position de la Chine, c'est claire et constante, comme je vous ai dit dès le début. Oui, comme vous dites, hein, la position de la Chine est cohérente, c'est-à-dire de mettre fin à la guerre par le dialogue et la négociation. Monsieur Xu, pensez-vous que la communauté internationale a créé une bonne ambiance, les conditions favorables à cela? Ça existe, mais largement insuffisant. Probablement, certains pays pourraient jouer un rôle plutôt secondaire pour apaiser la tension, par exemple, échange, par exemple, de prisonniers de guerre, ou par exemple, faciliter l'envoi de l'aide humanitaire. Là, techniquement, c'est secondaire. Mais l'essentiel, c'est une grande partie, par exemple, prenne la position, je dirais, de soutien absolu à l'Ukraine. C'est-à-dire, comme l'ambassadeur Wu avait bien dit, c'est mettre l'huile dans le feu. Ça, bien sûr, ça n'encourage pas, par exemple, un dialogue. Et d'autre part, moi, je pense que si on voit, c'est que de chaque côté, par exemple, en Russie, il y a des gens qui ne veulent pas la guerre, mais aussi en Europe, notamment, dans certains pays, disons, bien développés. Alors là, on voit aussi les grognements pour critiquer la politique de soutien de leur gouvernement. Dans ce cas-là, par exemple, beaucoup de pays du Sud, comme l'Inde, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, préfèrent plutôt une certaine neutralité positive, c'est-à-dire promouvoir
la renégociation sur, je dirais, un éventuellement traité de paix entre les deux pays pour régler une fois pour toutes, notamment non seulement les disputes territoriales concernant certaines régions, mais aussi sur une politique, disons, correcte, notamment, je dirais, concernant la différentes populations, je dirais, de multi-ethniques. Là, pour, je dirais, éviter la réémergence de conflits de ce type. Pour le moment, moi, je pense que la voix du Sud n'est pas suffisamment écoutée et prise en considération. Et lorsqu'on parle de les conditions sur la communauté internationale, on parle aussi des sanctions. Et selon un document vu par Euractiv, un réseau indépendant de médias pan-européens spécialisés en affaires européennes, la Pologne, l'Irlande et les 3 États baltiques ont proposé à la Commission européenne un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Les 5 pays veulent que l'UE interdise la coopération avec la Russie dans le domaine de l'énergie nucléaire, retire davantage de banques russes et biélorusses du système SWIFT et interdise la vente de dollars américains à la Russie. Ils ont également estimé que l'UE devrait étendre l'interdiction faite aux navires battant pavillon russe d'entrer dans les ports de l'UE et mettre un terme à l'achat de biens immobiliers par des ressortissants russes. Toutefois, les altitudes au sein de l'UE restent divisées. Dans une récente interview accordée à China Media Group, l'ancien Premier ministre hongrois Peter Megyesi a déclaré que les sanctions à l'encontre de la Russie manquaient de rationalité et porteraient atteinte aux propres intérêts de l'UE. Je pense que toutes ces interdictions et sanctions sont mauvaises, inefficaces et improductives. Il faut noter que cette décision de l'UE est émotionnelle, pas rationnelle. Elle ne tient pas compte des conséquences. Les sanctions n'affectent pas seulement la Russie, mais sont également un inconvénient pour l'UE. Les répercussions des sanctions sur les États membres de l'UE sont énormes. Et donc les sanctions continuent de poser ses poids. Juste après la déclaration du président Poutine, son homologue américain Joe Biden a accusé la Russie d'avoir violé les principes fondateurs de la charte de l'ONU. Monsieur Su, quel est le rôle des États-Unis dans l'évolution de cette crise ? Comme on a déjà dit, premièrement, c'est que après la guerre froide, une certaine logique de bloc militaire s'est lancée, s'est avancée. Bien sûr, l'auteur, c'est à Washington. Premier. Et deuxièmement, moi, je pense aussi, c'est que, comme on le dit souvent, c'est le double standard. D'un côté, quand il s'agit d'une certaine partenaire privilégié ou éventuellement un allié, on parle surtout l'intégrité, la souveraineté absolue. Mais contre, par exemple, un pays ou un gouvernement, disons, non aligné, dont la politique n'est pas, disons, à la faveur des États-Unis. Alors là, on parle surtout, moi je pense, autodétermination, les droits de l'homme l'emportent largement sur la souveraineté. Moi, j'ai bien remarqué, par exemple, le discours du président de la Serbie, je dirais, Vučić, qui parle, par exemple, aujourd'hui, qui parle d'intégrité, mais quel est, par exemple, le cas qui nous traite dans le passé, il y a déjà 20 ans. Il s'agit, par exemple, bosniaque, il s'agit aussi de Kosovo. C'est là que, voilà, vous voyez la complexité, je dirais, de droit international dans le traitement concret de chaque cas. Et Monsieur Wu, quels sont les enjeux des États-Unis dans la poursuite de cette crise ? Je crois que c'est évident, c'est évident. Alors, dès le début, on voit clairement que cette crise, derrière cette crise, il y a le rôle des États-Unis. C'est-à-dire, quand on regarde l'origine de cette crise, il faut penser à l'expansion de l'OTAN. Alors, depuis 1999, l'OTAN a procédé à 5 reprises à l'expansion. Alors, l'OTAN, le maître de l'OTAN, c'est qui ? Les États-Unis. Alors, bon, on voit clairement que les États-Unis ont joué un rôle de trouble fait. C'est le fauteur de trouble là, que les États-Unis ont incarné dans cette crise. D'ailleurs, après l'éclatement de la crise,
les États-Unis n'ont cessé de mettre de l'huile sur le feu en acheminant continuellement des armes voilà, dans les champs de bataille. Bon, alors, le rôle des États-Unis est clair, est visible. D'ailleurs, les Américains ont dit qu'il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Ben, quand on entend ça, évidemment, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est malheureux. Se battre jusqu'au dernier Ukrainien, ben, c'est atroce d'imaginer un tel scénario. C'est pour ça que pour la Chine, il faut absolument cesser le conflit. Voilà. C'est dans l'intérêt de tous. Voilà. Il faut que les peuples impliqués dans cette malheureuse affaire arrivent à assurer leurs conditions de vie normales, à retrouver leurs conditions de vie. Il faut que la paix, la stabilité et le développement reviennent. C'est ça qui est important. Donc avec les États-Unis, la communauté internationale n'a pas créé des conditions favorables à la réconciliation, certainement, mais est-ce qu'on doit craindre que la situation devienne incontrôlable? Mais c'est ce qu'on craint, mais c'est ce qu'on veut éviter absolument. Voilà. C'est pour ça que, à part certains fauteurs de troubles, mais tout le reste de la communauté internationale essaye de ramener les belligérants autour de la table de négociation. Voilà, comme le professeur Xu a donné quelques exemples concernant des négociations qui ont abouti à l'échange des prisonniers, qui ont abouti à l'exportation des céréales, etc., etc. Bon, mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Il faut redoubler d'efforts pour favoriser le dialogue, la réconciliation, pour mettre fin à ce conflit, absolument. Et Monsieur Xu, êtes-vous inquiet pour la situation devienne incontrôlable par la suite? Oui, moi je pense que si on va, par exemple, si on suit l'événement jour par jour, bien sûr, il y a l'inquiétude qui se monte, mais c'est pas arriver à un état vraiment de conflit au niveau, ou de guerre, au niveau, disons, Deuxième Guerre mondiale, ou disons, des opérations militaires d'envergure. C'est pas encore le cas. Cela dit, moi je pense, vu, par exemple, actuellement, l'attitude de chaque capitale, non seulement de Moscou, de Kiev, mais aussi de Bruxelles et de Washington, l'ambiance n'est pas si, pour le moment, favorable pour la paix, ou même simplement, c'est que moi je pense qu'avec une certaine crainte devant l'escalade, notamment au niveau nucléaire, c'est que pour le moment, la situation reste au niveau maîtrisable, entre guillemets. Ce n'est pas encore en explosion, mais escalade, les risques, ça existe effectivement. Mais malheureusement, au moment présent, on ne voit pas de coopération, pas de dialogue, ni de solution collective aux problèmes. Donc nous allons continuer à suivre l'évolution de la situation, de la crise. Merci Monsieur Xu, merci Monsieur Wu de votre partage. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'Essentiel.